messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue une fois de plus à l'émission Les Paroles restent, l'émission qui permet, nous l'espérons, aux écrits de nos invités de s'envoler en contrepartie. Aujourd'hui, mon invité, originaire de Smooth Rock Falls, habite l'Outaouais depuis très longtemps, Michel Ouellette. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va bien, t'es content d'être ici? Oui, très. On est très content de t'accueillir. Michel, écoute, tu as remporté déjà le prix du gouverneur général pour Frenchtown. Tu as aussi remporté le prestigieux prix Trillium, n'est-ce pas, pour le Testament du couturier, Oui, ainsi que le prix Michel Tremblay pour La guerre au ventre. c'est ça. En plus de ces titres-là, on dénote au moins une vingtaine de textes. Ce qu'on connaît un petit peu moins, Michel, c'est quelque peu ta propension pour la littérature jeunesse. Oui, c'est assez nouveau, là, mais j'ai 3 livres là, qui ont été publiés à Bouton d'Or Acadie. Très bien. Écoute, t'es poète. T'es poète, il faut le dire. Après Frères d'hiver, je pense que tu avais quelque peu peine à l'avouer. Après Pliure, toutefois, je pense que tu dois absolument y consentir. D'emblée comme ça, Michel, le rapport entre le théâtre et la poésie, le rapport entre ton théâtre et la poésie. Je pense que mon théâtre a toujours eu des... La langue théâtrale a toujours été poétique, je pense. Je pense que mon rapport aux mots est un rapport plus poétique que strictement dramatique. Ça ne m'a jamais intéressé vraiment de reproduire la langue telle qu'elle est parlée, comme on trouve souvent au théâtre. Ce qui m'a intéressé, c'est la forme des mots, le rythme des mots, la couleur des mots. Ce que j'aime au théâtre, c'est un peu comme de la poésie incarnée. Je veux dire, le souffle de la parole qui se retrouve dans un corps, dans l'espace. Notamment dans le cas de L'Homme effacé et dans le cas de Frenchtown, il faut bien le rappeler, Frenchtown et L'Homme effacé, ça ne s'envolera jamais. La tension familiale fait partie intégrante, pour ne pas dire centrale, de la chose. Est-ce qu'il faut reconnaître dans l'écriture théâtrale des sédiments de la vie d'un auteur? Je pense que... Oui, je pense que dans toute écriture, on part de soi. Puis je pense qu'au théâtre, peut-être en particulier, parce que la famille, c'est un lieu... au théâtre, c'est un objet utile, la famille. Je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on trouve beaucoup dans le théâtre canadien-français, à partir du théâtre québécois et en Ontario français aussi, l'unité familiale. L'unité familiale parce que, c'est source de conflits, de toutes sortes d'histoires, puis abracadabrantes souvent. Fait qu'on retrouve souvent des histoires familiales, mais la famille aussi, c'est une manière de représenter aussi la société, les forces dans la société. Donc, il y a eu ça aussi dans ma démarche. Et fondamentalement, mais quand on aborde la famille, on la construit à partir de souvenirs d'enfance. C'est pas nécessairement sa propre famille, mais c'est autre chose aussi. Si je prends Frenchtown, pour moi, c'est pas ma famille, mais c'est... il y a des éclats là-dedans qui viennent, oui, de mon enfance, de certaines angoisses, etc., mais aussi c'est des relations de force entre des individus autour de la langue et comment on parle la langue française, quelque part aussi, en Ontario français. J'aimerais que tu nous parles, là, si tu me permets, de cette nucléisation-là. On est parti du théâtre, de cette tension-là, et dans Pliure, donc ton plus récent titre, en poésie, il faut le préciser, un rapport tout à fait intime à cette langue-là et à une langue peut-être paternelle. Oui, dans Pliure, ça a été un projet qui est venu à la suite du décès de mon père. Il a souffert beaucoup dans la dernière année de sa vie. Il souffrait d'un cancer. Donc, après sa mort, il y avait comme une sorte de vide, ouais. De vide et de toutes sortes d'émotions assez contradictoires. Et je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Fait que je me suis dit, je vais commencer à en parler sur le papier, d'une certaine façon, donc à écrire. Et ça a pris la forme d'une série de poèmes qui a été écrite dans une période de temps assez précise, comme une sorte de message à un père qui n'est plus là. Je pense que c'est un peu ça, qui soulève les questions de la distance entre nous, l'incompréhension, les difficultés. Donc, ça a donné ce livre-là où je tente, en fait, je pense, de comprendre qui il était, lui.
comme l'impression que sa souffrance, sa mort, sa souffrance, il s'est replié sur lui-même. Donc le titre pliure vient un peu de ça. Puis je pense que ça faisait en sorte qu'il gardait ça pour lui, puis c'est pas quelque chose qu'il voulait partager, puis à un moment donné, il ne pouvait plus partager grand-chose parce qu'il était habité par cette douleur-là. Puis ça m'a perturbé, je pense, parce que dans les derniers mois, moi, j'allais vers lui dans l'espoir d'une ouverture, de le connaître encore plus, de me dire, ben tu t'en vas, là. C'était clair qu'il allait mourir dans les prochains mois. Et lui, ben, il n'arrivait pas à mettre des mots. Est-ce que tu pourrais nous projeter dans cet univers-là d'un homme qui arrivait à peine à mettre des mots? Oui. Je vais lire un extrait de Oui. Pliure. On ne s'est rien dit. On n'a lu que la 4e de couverture, déposé le livre, avec la volonté d'être des analphabètes. J'ai déjà voulu raconter votre vie, faire de vous un personnage, mais vous n'étiez pas assez une personne pour moi. Comment donner vie à un spectre? J'ai été un spectateur inattentif, m'évadant dans mes histoires cryptiques, au lieu de porter attention aux comédies et aux drames réels qui se déroulaient devant mes yeux. Il y avait une petite bête sous mon chandail qui me dévorait les entrailles. Je gardais les yeux écarquillés, qui ne voyaient rien, rien qu'un théâtre d'ombre, replacer les mots sur les choses. L'incompréhension m'a poussé à nourrir la bête rouge. Voilà. Merci. Cette bête rouge-là, Michel, écoute, on aimerait en fouiller les entrailles un peu plus au-devant. On est maintenant au fond de tiroir. Oh! C'est pas compliqué. Il y a 3 tiroirs, Michel. Il y a le tiroir du haut, donc le tiroir de la cérébralité de la tête. Oui. Il y a le tiroir du centre, soit le tiroir de la perception sensorielle. Et il y a le tiroir du bas, le tiroir du cœur, des passions. Tu choisis d'ouvrir l'un des tiroirs pour nous. Les questions sont en ordre, donc, d'approfondissement, si on veut. Okay. Donc, la question 1 correspondant à la question la plus en surface, la question 6 correspondant à la question la plus profonde. Donc, je donne le tiroir et le numéro de la question? Et voilà. Ah bon. Ben, allons avec le centre à la question 4. Oui. Donc, le tiroir des sens, question 4. Michel Ouellette, quel est ton talent le plus caché? Oh mon Dieu, des talents cachés. Je ne sais pas si j'ai un talent caché. Ce qui serait peut-être caché, c'est que j'aime faire la cuisine, que je suis relativement bon en cuisine, parce que c'est une activité plus intime. Ouais, je dirais que ce serait peut-être ça. OK, c'est caché, donc si c'est un endroit clos, puis si on a 2 portes, et puis qu'on y refuse l'accès, OK? Ben, c'est pas tout le monde qui le sait, mettons. J'en prends note. Prochain tiroir, prochaine question. Celui du bas. Oui, le tiroir du cœur. On va aller la plus profonde, c'est la 6. Oh, la question 6. Michel Ouellette, quelle est ta conception de l'amour? L'amour. L'amour, pour moi, c'est un engagement. Je pense que ça part de ça, une sorte d'engagement envers quelqu'un. L'amour naît d'une rencontre. Ça se fait à distance. Je veux dire, on est toujours séduit par quelqu'un de loin, par la forme. Après ça, on se rapproche. Après ça, ben, on s'entend. On s'entend de manière physique et autre aussi. Et l'amour, ben, c'est prendre l'engagement de rester, l'engagement de grandir, l'engagement d'être là. Oui, c'est à peu près comme ça que je conçois l'amour. Très bien, très bien. Autre tiroir, même tiroir? Ah, bon. La tête, tiens, on va aller en haut. Tiens, 3. La question 3, là aussi. Quelle est l'idée la plus géniale que tu as eue, mais qui ne s'est jamais concrétisée? Une idée géniale, jamais concrétisée. Mon Dieu, c'est difficile. Personne qui a dit que c'était facile. Je cherche là, dans ma tête. Parce que généralement, j'arrive à actualiser ce que je pense. Ben, c'est pas une question de réalisation, mais
J'avais des idées quand j'étais jeune. Des idées peut-être plus philosophiques, puis c'est quelque chose que j'aimerais comme pousser maintenant. Tu sais, c'est comme si j'avais des interrogations à ce moment-là. En fait, c'était sur la nature du temps. Quand j'étais jeune, je me rappelle, quand je rentrais de jouer au hockey, avec ma poche, je rentrais à la maison, j'avais un bon bout à faire. Le soir, en hiver, c'est la nuit, là, c'est les étoiles et tu tout marchais, ça. là? Oui, je marchais avec ma poche. Puis je pensais à ça, je pensais au temps. C'est quoi le temps? Puis comment me représenter le temps? Tu sais, je veux dire, l'espace, on peut se représenter l'espace, mais comment se représenter le temps? Qu'est-ce que c'est le temps? C'est des questions de ce type-là qui m'habitaient. Et même des fois, je passais la veillée à réfléchir à ça, puis j'étais dans mon lit encore, puis j'y pensais, puis je tombe endormi avec ça en tête. Et ces temps-ci, on dirait que j'ai plus de temps peut-être, donc je me remets dans ces interrogations-là pour essayer de voir si je ne peux pas arriver à une sorte de réponse. Là, si on veut. Donc, le petit hockeyeur qui s'en revient à la maison, la poche en baluchon, ça ferait une belle annonce de Tim Hortons. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de Tim Hortons chez nous. Non. Sinon, je serais allé prendre un café, puis manger un beigne, réfléchir au temps. Les soirées étaient longues à Smooth Rock Falls. Oui. OK. Prochain tiroir, prochaine question. Le centre, 6. Question 6. Michel Ouellette, pour toi, écrire, c'est comme... Ce qui me vient automatiquement à la tête, c'est mourir. Écrire, c'est comme mourir. Écrire... En fait, c'est comme mourir et ne pas mourir. Je pense que je suis venu à l'écriture parce que j'étais mal dans ma peau. Et l'écriture, ça m'a permis de me garder en vie, mais d'une manière aussi de tuer quelque chose. D'aborder, de mettre dans les situations... il y a comme quelque chose d'extrême dans l'écriture, je pense, pour moi. C'est pas c'est comme un sport dangereux. C'est comme jouer avec le feu. C'est comme être dans un état où je pourrais basculer, je pourrais tomber. Qu'est-ce qu'on tue? Ben, c'est ça, cette question-là est assez... on tue l'envie de mourir, je pense. Je pense qu'il y a un peu ça. Je pense qu'il y a comme une sorte de pulsion de mort qui pour moi, en tout cas, m'amène dans l'écriture, mais comme une manière d'y échapper aussi. Écrire, ça me garde en vie en me permettant de mettre un terme à des choses. Je pense là, que si j'arrive à dire quelque chose, là, ce serait ça. Et est-ce que très rapidement, est-ce que tu abordes l'écriture en tant que projet? Parce qu'il faut savoir que tu travailles de façon toujours très ordonnée. Ouais. Donc, est-ce que c'est dire qu'on prescrit un ordre à la mise à mort? Oui, il y a quelque chose du rituel, tu sais, pour moi, dans l'écriture, de créer un cadre, de travailler à l'intérieur de ce cadre-là. Et là, d'être dans cette démarche-là, dans cette machine que j'ai comme construit, une machine de fiction, de création. Et d'en ressortir à la fin transformé. Puis la transformation, nécessairement, c'est qu'il y a comme quelque chose qui est mort, quelque chose qui a été... Un peu peut-être comme l'image du serpent qui se débarrasse de ses peaux. Là, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Je pense qu'on transporte... Je vois souvent les personnages comme étant des êtres qui transportent des histoires. Puis je pense qu'on est tous comme ça. On transporte des histoires qui sont à nous, qui ne sont peut-être pas à nous, mais tu sais, du bagage. Et pour moi, écrire, c'est comme me débarrasser de ce bagage-là, de le mettre sur le papier, d'y donner une forme, une vie, de m'engager là-dedans de manière très inconsciente, comme un plongeon dans l'invisible. Et après ça, ben, c'est le feeling c'est l'angoisse de plonger qui dure. Une fois que je suis dedans, OK, il y a comme le sentiment d'être perdu, mais à la fin, il y a comme une délivrance, là, quand on arrive à la fin du projet. Retiens ça, on garde notre peau, mais la machine nous tue très, très, très provisoirement. C'est le temps de la pause. OK. Nous sommes de
retour en direct du Resto-Bar chez Gabs, Éric Charlebois. Je m'entretiens avec Michel Ouellette. Michel, Oui. le moment peut-être fatidique de Les Paroles restent. C'est le 10 heures de belle aventure. 54 cartes, Michel. Oui. Tu peux les inspecter tant que tu veux. Ah, oui. Tu verras qu'elles sont truquées, oui, effectivement. Il y a une question qui correspond à chacune des cartes. C'est fort simple. Je les brasse, tu vois. Il n'y a vraiment pas de truc de magie là. Je les étale devant nous, devant toi surtout, pêle-mêle, voilà. Il n'y a pas d'ordre, contrairement à un Michel Ouellette qui travaille. Et là, ben, tu tires au hasard. Bon. Le 9 de cœur. Michel, qui est l'auteur de tes livres d'enfance préférés? Oh! Ben, dans l'enfance, je ne lisais pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres chez nous. Je pourrais dire le Larousse, puisqu'il y avait le petit Larousse chez nous, puis je l'ai beaucoup consulté, surtout la section les biographies et tout ça. Mais je pense qu'un des premiers livres que j'ai reçus qui m'a marqué, c'était Tom Sawyer, Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Fait que je dirais ça parce que c'est à peu près ça. Sinon, les livres, on les rencontrait à la bibliothèque de l'école. On arrivait en classe, là, toute une classe dans la bibliothèque en même temps pour l'heure de la bibliothèque de lecture. Moi, j'aimais bien les bandes dessinées, mais tout le monde aimait les bandes dessinées, donc tout le monde se garochait sur les bandes dessinées. Donc, il n'en restait pas tellement. Donc, je lisais plutôt des livres sur les animaux. Il y avait des livres, donc, sur toutes sortes d'animaux, tout ça, ça m'intéressait. Est-ce que tu as déjà demandé à tes parents, notamment, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, ou bien si ça n'a pas effleuré ton esprit d'enfant? Non, c'était pas... je sais, c'est que on ne pouvait pas acheter de livres. À un moment donné, j'ai gagné un livre j'étais en 4e année, je pense. Parce qu'un concours de calligraphie. J'avais bien fait mes lettres. Et là, je pouvais choisir un livre dans le bureau de la directrice. Et si je ne me trompe pas... Dans le bureau de la directrice? Oui, parce que là... Non, c'était... il y avait eu... une sorte de librairie ambulante qui était venue en ville. Puis bon, j'imagine l'école avait acheté quelques livres pour des concours. Puis je pense que j'avais choisi Astérix. Astérix en Espagne, en tout cas. Quelque chose comme ça. C'était ça. Ben, un autre. Astérix avec de la sangria. Oui, c'est ça. Voilà, vas-y, tire. Le 3 de carreau. Michel, décris ta vie en un seul mot. C'est dur, ça. En un seul mot. Ah, c'est difficile. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est bleu. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas, c'est une couleur que j'aime bien, je pense. Il y a le bleu, il y a quelque chose d'apaisant dans le bleu, mais il y a quelque chose de triste aussi. Je pense au blues, à ces histoires-là. Le bleu, c'est quelque chose que j'associe au ciel du nord de l'Ontario. Pour moi, le ciel du nord de l'Ontario, comme un sentiment de bonheur, c'est l'immensité du ciel dans le nord de l'Ontario une journée d'été ou une journée d'hiver, mais ce sentiment-là d'un bleu total. Peu importe la saison. Ouais. Très bien. C'est pas si dur que ça. Non, finalement, ça va. Bon. On va creuser un peu. Vas-y, fais comme chez toi. Le 3 de pique. Est-ce qu'un de tes profs ou un de tes enseignants t'a donné la piqûre pour l'écriture? Ah, il y a eu, oui, des profs qui m'ont mis sur le chemin. La première pièce de théâtre a été écrite dans le contexte d'un cours de français. C'était un monsieur Roger Besner, qui était un prof qui a abouti à Smooth Falls, qui est resté là 1 an. Il a semé la bisbille parce qu'il nous a fait prendre conscience du fait qu'on était les francophones majoritaires dans un high school et que ça serait bien de revendiquer des cours en français, etc. Donc, il a été congédié par la suite. Mais il nous avait enseigné, en guillemets, comment écrire une pièce de théâtre, des rudiments de base. Puis on était en équipe pour écrire une pièce. Et
moi, j'ai comme assumé, là, c'est souvent ce qui arrive, il y en a un qui écrit, puis les autres qui contribuent. Fait que, bon, ça a été ça. J'ai écrit un texte cette fois-là qu'on a mis, on l'a comme joué dans la classe. Et cet été-là, je me suis dit, je vais écrire une pièce de théâtre. Donc, j'ai écrit une première pièce. Et à la fin de l'été, je suis allé voir la direction d'école, j'aurais dit, j'aimerais ça la monter. Fait qu'on s'est créé une troupe. Puis le directeur d'école a dit, oui, Puis ça s'appelait les Diganes. On était une vingtaine là-dedans, je crois, les Diganes. Puis on répétait dans la bibliothèque de l'école, après l'école. Ils nous ont donné une carte blanche, là. Pendant presque un an, on a pratiqué On s'est dit, ce le truc-là. SFBSB, là. Puis, non, je ne sais pas pourquoi, mais on trouvait ça correct. Je ne sais pas, c'était une belle activité. Et on n'avait pas de supervision de prof, c'était juste les jeunes, là, on s'occupait de ça. On a même patenté une boîte d'éclairage là, avec des dimmers, puis des trucs, puis des lumières de Noël, puis des spots, parce qu'il n'y avait pas de structure là, de ce type-là. Là. Puis des costumes, puis tout le kit, puis on a monté la pièce. Il n'y avait pas de comité mixte pour la santé et la sécurité en milieu de Non, travail. non, il n'y avait rien. Puis fait que ça a été comme mon premier texte de théâtre. Ça s'appelait « Un refuge pour ton regard », je pense que c'était ça. Ou je me trompe peut-être, là, mais il y en a une des pièces qui portait ce nom-là. Et par la suite, il y a un prof qui est arrivé, un prof de la région, en fait, originaire d'Alexandria, Jean-Claude Larocque, Oui. qui a abouti à Smooth Track, Oui. qui avait entendu parler de notre troupe et tout ça, fait qu'il m'a invité à écrire un autre texte. J'ai écrit un texte, puis on l'a monté, puis après ça, j'en ai monté écrit trois dans les prochaines années. Jean-Claude Larocque à Smooth Rock. Oui, Jean-Claude était à Smooth Track. Que c'est beau. Oui. Cool. Hey, tu te défends très, très bien. Vas-y, c'est trop facile, ça. Ouais, le 5 de pique. Quel est le sens, parmi les 5 sens, qui est le plus important pour toi? Je dirais Louis, parce que j'aime la musique. Écouter de la musique. Écouter les sons aussi. Là où je vis, il y a beaucoup de boisés, là, donc il y a beaucoup d'oiseaux. J'aime bien entendre ces bruits-là, ces sons-là. Ouais, je dirais Louis. Aimes-tu le silence, Michel? Oui, aussi. Je suis désolé. Les vides de trèfle. Michel, es-tu en faveur ou es-tu contre la littérature traduite? Traduite? Oui. Moi, je suis en faveur. Je suis en faveur. Je veux que mes textes soient traduits. Je veux que... Et je pense que c'est très important, la traduction. C'est très important parce qu'une littérature ne doit pas rester dans son milieu, enfermée dans son milieu. Elle doit rayonner. Puis pour rayonner... parce que la littérature, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression d'un groupe, d'un peuple, d'une communauté, d'un individu aussi. Et c'est comme une contribution à l'humanité. Puis pour que ça se rende à l'humanité, il faut que ça passe vers une autre langue. Les langues sont quand même hermétiques. Si tu ne parles pas telle langue, tu n'as pas accès à ce qui se passe dans ce monde-là. C'est sûr que la question peut se poser dans l'autre sens, est-ce qu'on doit lire des traductions? Un livre traduit, comme on dit, c'est toujours une sorte de trahison aussi, parce que ça... C'est Milan Kundera qui parlait de ça aussi, qui était contre les premières traductions de ses livres en français. Il vivait en France, puis il s'est rendu compte à un moment donné, mes livres en français font, je sais pas moi, 300 pages, puis le texte d'origine en fait 150. Puis il se dit, qu'est-ce qui se passe là? Puis quand il a maîtrisé le français un peu plus, il s'est rendu compte que, OK, on a comme adapté la langue au style français, on peut dire. Et donc, il s'est mis à refaire la traduction ou à ce qu'on refasse la traduction de ses livres pour qu'il soit plus près de son rythme, de son souffle et tout ça. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut faire attention quand on veut adapter ou rendre le livre accessible, potable à une communauté, le livre ou l'œuvre. Il faut respecter la forme, la complexité, les difficultés qu'il y a dans le texte d'origine, la rythmique, le souffle qu'il y a dans le texte d'origine. Même si ça veut dire que pour un lecteur de l'autre langue, ça paraît un peu étrange. Parce qu'on est peut-être habitué, comme en France, à avoir des phrases plus longues, plus amples. Mais l'auteur en tchèque, dans ce cas-ci, écrivait dans une langue plus courte, plus serrée. C'est ça qu'on doit retrouver en français. C'est pas une interprétation de ce qu'il voulait dire. Un petit tir du revers pour toi. Est-ce que le rapport
je me le permets là, parce que tu es dramaturge d'abord et avant tout. Là. Est-ce que le rapport entre le dramaturge et le metteur en scène est comparable au rapport entre l'auteur et le traducteur? Ça peut. Ça peut, je pense, si le traducteur pense en termes du public cible, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'au théâtre, le metteur en scène a un travail à faire aussi. Il travaille avec le texte, oui, mais il prend le texte pour le mettre sur scène. Donc, il doit faire un travail d'écriture, lui aussi, d'une certaine façon, d'écriture scénique. Comment mettre ça en scène? Et donc, c'est une autre chose, parce que le traducteur, lui, il ne cherche pas à transformer, là, si on veut, la matière. Normalement, il est censé de respecter le texte d'origine le plus possible. Fait que je pense que c'est des aspects différents. Tu as été traduit déjà, Michel, tu sais, très rapidement. Tu as été traduit notamment en espagnol. Oui. Est-ce qu'on t'a demandé ta contribution? Est-ce qu'on a demandé ton concours, ton avis? Non, ben, je ne parle pas l'espagnol. OK. Donc, tu sais, c'est un peu difficile. J'ai vu les productions que ça a données, j'ai trouvé ça étonnant parce que je trouvais que ça parlait vite. Là, en Catalogne, c'était ta. Une autre carte? Oui, une autre carte, vas-y donc. Bon, on va aller plus sur le dessus. Ah! Le valet de cœur, Michel, tout simplement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, un valet de cœur? Oh, non. Un valet de cœur. Ben oui. Ben, si je pense au terme et tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui se met au service du cœur. Oh! Est-ce que tu es valet de cœur, toi, Michel Ouellet? Est-ce que je suis valet de cœur? En partie, oui, je pense. Je pense que je me mets au service de ceux que j'aime. Oui. Ouais. C'est bien dit. Je te remercie d'ailleurs d'être parmi nous. Vas-y donc encore. Encore? Oh! La carte blanche? C'est une carte frimée. Alors, tu poses ce que tu veux, c'est ça? Donc oui, je pose la question que je veux. Oups. Michel Ouellet, lequel de tes livres a été le plus difficile à écrire, très rapidement? Difficile à écrire. Oh, Christy. Oups. C'est dur de répondre à ces questions-là. Parce qu'il faut que j'essaie de me rappeler la difficulté. Ben, en fait, c'est mon prochain livre. Il sentait. Non, mais je vais expliquer. Là, je veux dire, ça va sortir cet automne. C'est un roman. Ben, un roman, comme je conçois les romans. C'est parce que c'est un livre qui me plonge. Ça s'appelle Trompeuse Lumière, ou ça va s'appeler Trompeuse Lumière. Et ça me plonge plus directement dans des sentiments plus difficiles. Okay. Mais là, en parlant, je me rends compte que... C'est parce que c'est pas des... Il y a une pièce de théâtre aussi qui a été difficile aussi, parce que justement, j'avais l'impression de toucher à quelque chose de comme fondamental. C'est... là, il faut que je pense au titre, hein? Mais j'arrive pas à trouver le titre. Très bien. Très bien, écoute. Trop de choses. Écoute, ça a été extrêmement touchant. Tu as touché le fondamental. Allez, paroles restent. Je te remercie beaucoup, Michel. Merci. C'est déjà tout pour cet épisode. Revenez-nous une très prochaine fois. Je remercie le Resto Bar chez Gabs de Rockland. À très bientôt, chers amants de la littérature, pour un autre rendez-vous à Les Paroles restent.